Bien bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net et ponctuellement aux rencontres philosophiques et spirituelles de Montfaucon-en-Belay qui continuent donc leur petit chemin également. Alors moi je vais reprendre la vidéo sur laquelle je suis en train de travailler depuis quelques jours. Donc ça sera la troisième partie, je pense, la troisième ou la quatrième vidéo, je m'en souviens plus. C'est dans une série proposée par France Culture, le présent, consacré au présent. Le présent toujours perdu, point d'interrogation. La philosophie à l'épreuve du temps. L'épisode 2 sur 4 consacré à Hegel. Et Hegel a écrit « Seul le présent est frais, tout le reste est terne ». Et bon, je pense que ça parle à une grande partie de l'humanité. Le fait d'essayer d'être le plus présent possible au monde. C'est pas facile parce que on est travaillé par le passé. Notre passé a de l'influence sur notre façon d'être, sur notre façon de nous comporter, les traumatismes que nous avons peut-être vécus dans nos enfances, etc., vont faire qu'on va être plus ou moins tranquille dans la vie. Et la tranquillité, c'est on pourrait dire, une des qualités essentielles pour pouvoir être vraiment dans le présent. Et pareil, ne pas avoir d'inquiétude pour l'avenir, pour le futur, c'est-à-dire ne pas être travaillé de façon trop dense par ce qu'on a à faire demain, après-demain, etc., dans une semaine, dans un mois, ou voilà. On peut être vraiment occupé par le futur, donc ce qui nous sort du présent, et occupé par le passé, ce qui nous sort également du présent. Donc seul le présent est frais. Voilà, à mon sens, ce que veut dire Hegel dans cette phrase. Alors on va relancer l'écoute, c'est comme ça que je pratique, on écoute et je mets mon petit grain de sel, je commente éventuellement et je fais des digressions. Allons-y. Sortir le noyau. Mais quand même, il met des bémols que je trouve passionnants et il dit, je cite, Platon, par exemple, aurait pu s'abstenir de recommander aux nourrices de ne jamais laisser les enfants sans mouvement et donc de les bercer toujours dans leurs bras. Fichte aurait pu s'abstenir de s'intéresser à la police des passeports, puisqu'effectivement, Fichte s'y est intéressé, il avait des idées pour l'améliorer. C'est très complexe, ça veut dire que les critiques qui ont été faites à Hegel disant que celui-ci avait tendance un peu à négliger le conjoncturel, eh ben, elles sont assez fondées. Il ne faut pas s'égarer non plus dans l'écorce. Il faut s'y intéresser, mais point trop. Qu'est-ce que ça soulève suscite comme commentaire chez vous? Ça peut être la politique, ça peut être s'intéresser à ce qui se passe dans le moment. En tant que philosophe, quand on s'engage dans les événements, pour les événements actuels, on a de fortes chances de faire des erreurs parce qu'il y a l'émotion, etc. Donc, bon, la plupart des philosophes y tombent, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Voilà, il y a des philosophes qui s'engagent à gauche, d'autres qui s'engagent à droite, d'autres, etc. Donc tout ça, c'est, à mon sens, plutôt anecdotique. Le philosophe, dans son essence, là où il est le plus intéressant, c'est quand il s'intéresse à l'évolution, quand il s'intéresse au divin, quand il s'intéresse à, voilà, y a-t-il du divin, pas du divin, etc., aux questions métaphysiques d'une certaine manière, là, il est, je pense, le plus juste, à mon sens. Hein. Voilà.
Jean-François Kervégan, ces précautions? Alors, d'abord, une petite précision, je reviens en arrière. Dans la formule « l'éternel qui est présent », le mot « éternel » est écrit avec une minuscule. Donc pour éviter la confusion, c'est pas l'éternel au sens, en tout cas pas immédiatement, Dieu, etc. C'est ce qui est éternel, et non pas un être éternel. Bon, ça, alors, pour répondre à votre question, je crois que justement, on a parlé, Emmanuel Renaud et vous ensuite avez parlé de Platon. Eh bien, la manière dont Hegel lit Platon est tout à fait caractéristique de sa façon de concevoir la tâche du philosophe par rapport au présent. À 2 reprises dans les principes de la philosophie du droit et également dans ses cours sur la philosophie de l'histoire, il analyse, il évoque la République de Platon. Et il dit la chose suivante, on a reproché des tas de choses à la République de Platon, c'est horrible, le communisme des femmes, les enfants, etc. Bon, le terme n'existe pas encore à l'époque, mais c'est totalitaire, etc. Mais, dit-il, en réalité, ceux qui disent ça, ils n'ont rien compris. Parce que lorsque Platon, dans la République, met en avant, enfin, propose ces dispositions, par exemple le communisme des femmes, en réalité, il met le doigt sur ce qui était la faille fondamentale de la cité grecque et qui allait la conduire à sa perte, à savoir l'absence de la liberté individuelle. Et par conséquent, c'est en tout cas la lecture que fait Hegel, loin d'être un fantasme totalitaire, la République de Platon est un diagnostic d'époque dans lequel Platon nous apprend, et à qui savait le lire, apprenait à ses contemporains ce qui allait immanquablement conduire la police grecque, la cité grecque à sa perte. Donc les grands philosophes sont des penseurs de leur présent et parlent à leur présent. C'est ça que j'entends dans votre analyse. Mais il ne faut pas qu'ils s'intéressent trop aux détails. Franchement, la question des nourrices, c'est pas inintéressant dans le présent. Comment on élève les enfants, quand on voit tous les travaux sur les nourrissons, il est gonflé quand même, Hegel, de dire voilà, ça n'a aucun intérêt. Les passeports, ça n'a aucun intérêt. Je vais aller au bout de l'affaire. Ne soyez pas trop dans la curiosité journalistique. Soyez des philosophes du présent. Cette opposition un peu rapide, les jeunes hegeliens de gauche dont vous avez parlé précédemment, Emmanuel Renaud, le lui reprocheront. Il sait un peu trop vite ce qui est important et ce qui ne l'est pas dans le présent. Oui, peut-être. Enfin, disons qu'il présuppose qu'on peut distinguer clairement entre ce qui est rationnel et ce qui ne l'est pas. Donc, il présuppose un principe d'exclusion, du non-intéressant, c'est certain. Mais il s'intéresse à l'actualité au sens journalistique aussi. Donc, il écrit. Voilà. Des articles sur les réformes législatives en cours, les journaux. Et voilà, et donc il y a cette fameuse formule qui lui attribue l'idée donc que la lecture quotidienne du journal et la prière réaliste du matin, c'est dans un aphorisme de la période de Iéna, en effet. Oui, mais évidemment, bien sûr, simplement c'est secondaire, mais sa vision justement de Platon, pour resituer les choses, mais c'est fondamental. C'est là où on voit que Hegel, son intelligence transcende le temps et transcende la dualité. Il n'est pas dans la dualité, il voit que, ben oui, Platon, c'était à un certain moment de l'histoire, il a amené des idées qu'aujourd'hui on va estimer totalitaires. Évidemment, elles le sont, vraisemblablement. Si la République s'était imposée sous la forme qu'il l'a écrit, ça aurait été sans doute insupportable pour l'éducation, pour tout un tas de choses. Mais en même temps, c'était une sorte d'avant-garde. Donc il faut, à mon sens, lire ces parties des philosophes de façon légère, comme on le fait avec les livres sacrés. C'est-à-dire que dans un livre sacré, mais je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais dans un livre sacré, on peut évidemment s'attarder
à la façon violente de certains passages. Mais on peut aussi les écarter et ne s'intéresser qu'au côté spirituel de ces livres époustouflants. Et tout simplement en ayant présent à l'esprit que quand ils ont été écrits, ils appartenaient à une époque qui écrivait comme ça, qui avait telle et telle pensée. Et là, on a le cas de figure d'ailleurs avec les rencontres les rencontres philosophiques. Il va y avoir une conférence sur Steiner, Rudolf Steiner. Et évidemment, moi je ne connais pas bien cette œuvre du tout, donc ça va être intéressant de savoir comment c'est abordé. Alors, je pense qu'à l'époque, il parlait de race, etc. Mais c'était dans les années 20, c'était dans les années... Voilà. Donc, il y a eu un moment où la vision des choses était extrêmement injuste, on peut le dire. Voilà. Mais il n'y a pas que lui, hein, et on le retrouve on retrouve des passages complètement délirants chez Churchill, chez d'autres, chez Roosevelt, etc. Donc, on est... Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut excuser ou qu'il faut passer, mais il faut remettre dans le contexte. C'est tout. Et regarder ce qui est fait à côté, etc. Donc, alors, aujourd'hui, on est dans un moment où on est dans un moment assez radical, qui s'explique tout à fait. Hein. Voilà, il y a une révolte contre contre le passé, contre ce qui a été proposé, et de façon brutale. Mais c'est tout à fait, c'est logique dans l'évolution. Simplement, il faudra attendre que ça revienne au centre. Voilà, il y a toujours un moment il y a un moment, par exemple, de colonisation dure, il y a un moment d'anticolonisation dure, et puis il y a un moment où on peut parler de façon, on pourrait dire, pragmatique de ce passé, tout en pouvant le juger correctement, mais en le resituant de façon correcte pour ne pas être trop radical. La lecture du journal le matin est comme la prière du matin du réaliste. Donc c'est important de lire le journal, mais c'est mieux d'être la chouette de Minerve qui se lève la nuit pour repenser le jour, non ? Justement, c'est ça. C'est compliqué de concevoir les deux à la fois, mais en fait, Hegel pense qu'on peut le faire, et donc toute sa philosophie est portée aussi par l'exigence d'une philosophie concrète. Hein. Le concret, c'est le savoir philosophique, et seule la philosophie peut véritablement reconstituer la réalité dans toutes ses dimensions, dans l'unité d'une multiplicité de déterminations qui définit ce qui est concret au sens fort et pas simplement au sens de ce qui est donné à la perception individuelle. Alors il sait ce qui compte dans le présent. Vous avez beaucoup évoqué la Révolution française, qui était une vraie passion pour Hegel. Vous le dites tout le temps. Hein, il considérait que c'était une chose fondamentale qu'il fallait encore et encore penser. Et puis il y a l'Amérique. Et il a complètement raison. Bien sûr qu'elle est là. Alors, la Révolution, elle a un côté absolument obscur. Tout à fait. Il y a la terreur, voilà. Mais d'en parler sans bienveillance, à mon sens, c'est-à-dire de façon radicale, de façon à juger, à condamner ces êtres humains, etc. Alors évidemment, il y a des choses à condamner, etc. Mais sans resituer, ça me paraît être préjudiciable pour la pensée. Le philosophe devrait pouvoir s'extraire un peu des jugements négatifs,
de la tentative de détruire un moment de l'histoire. Un autre philosophe. On le voit aussi, par exemple, dans certains ouvrages critiques de Freud, etc., qui vont aller s'attaquer à son comportement, sa vie. Évidemment, bien sûr que il ne faut pas le mettre sous le tapis. Il faut pouvoir parler de tout ce qui a été fait par un philosophe. Jean-Jacques Rousseau s'est pas comporté de la meilleure façon, peut-être, avec ses propres enfants. Il y a des philosophes qui ont... voilà, enfin, ce sont des hommes, tout simplement. Donc, on peut mettre en lumière, éclairer ces passages de la vie d'un être humain. C'est tout à fait normal. Mais d'en faire le centre pour détruire le travail, ça me paraît malveillant. Parce que on ne voit pas que, par exemple, pour Freud, il a donné sa vie dans cette aventure de la psychanalyse, de la psychologie, etc. Donc, il a fait un travail là derrière. Donc, l'occulter ou le passer de manière ou le noircir par ses mauvais côtés, je trouve que c'est de la malveillance, tout simplement. Et ça ne devrait pas affleurer l'esprit. Et l'Amérique, c'est vraiment... Alors, est-ce que c'est l'écorce? Est-ce que c'est le noyau du présent? Y a-t-il quelque chose à décortiquer dans l'Amérique qui a été découverte au début des temps modernes, des modern times, comme disaient les Anglais, comme lui est en train de le dire aussi, Hegel? Voici un extrait de ces cours, en fait, qui ont été ensuite mis par écrit, les cours entre 1822 et 1830, alors qu'il était professeur à Berlin, et tout cela a été recueilli dans le volume La raison dans l'histoire. Écoutez. L'Amérique est le pays de l'avenir, où dans les temps futurs se manifestera, dans l'antagonisme peut-être de l'Amérique du Nord avec l'Amérique du Sud, la gravité de l'histoire universelle. C'est un pays de rêve pour tous ceux que lasse le bric-à-brac historique de la vieille Europe. Napoléon aurait dit « Cette vieille Europe m'ennuie ». L'Amérique doit se séparer du sol sur lequel s'est passée jusqu'ici l'histoire universelle. Ce qui y est arrivé jusqu'ici n'est que l'écho du vieux monde et l'expression d'une vie étrangère. Or, comme pays de l'avenir, elle ne nous intéresse pas ici. La philosophie ne s'occupe pas de prophétie. Sous le rapport de l'histoire, nous avons affaire à ce qui a été et à ce qui est. Mais en philosophie, il ne s'agit pas seulement de ce qui a été ou de ce qui devra être, mais de ce qui est et qui est éternellement. Il s'agit de la raison, et avec elle, nous avons assez de travail. Alors, c'est là où ça pourrait... moi, je me sens du côté, sans le vouloir, du côté de la prophétie, mais évidemment, c'est la raison qui est à l'œuvre dans cette prophétie. Lorsque je dis l'humanité, selon mon analyse, se dirige vers son ultime perfection, il se trouve que je l'analyse sous la lumière de la raison. Donc c'est pas un acte juste de prophétie comme ça qui viendrait, qui surgirait d'une intuition. Donc derrière il y a ce travail-là. Mais donc, pour dire que la philosophie doit s'occuper aussi de l'avenir. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait, Hegel. Donc, et effectivement, sous l'angle de la raison. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Je ne suis pas sûre de tout comprendre dans ce texte de Hegel. Jean-François Kervégan, l'Amérique, c'est très important, il nous le dit, mais attention, ce n'est pas comme pays de l'avenir qu'elle m'intéresse, qu'elle nous intéresse, c'est quoi? C'est ce qui se joue à travers elle, quelque chose d'éternel qui a à voir avec la raison, mais quoi? Pouvez-vous... C'est sans doute, je ne l'ai pas entendu, le podcast, donc j'essaye d'interpréter ce que Hegel voulait dire. À mon sens,
c'est que ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe là. Voilà, il y avait un nouveau monde qui était en construction. Maintenant, on voit à quel point, sur quoi il s'est établi, c'est-à-dire sur le génocide d'un peuple, etc., avec tout ce que ça comporte. Mais c'est ce dont il veut parler, c'est ce qui est nouveau dans l'histoire de l'évolution, ce qui se passe, le fait que l'Amérique existe, qu'elle devienne quelque chose une sorte de nouvel espoir, de nouvel Eldorado, je ne sais pas, pour l'humanité, je ne sais pas comment il le percevait en 1800 et quelques, mais donc il y avait quelque chose, une sorte d'espérance derrière, sans doute. Et qu'il ne voyait pas justement ce qui s'était passé, ce sur quoi était reposé ce monde. Mais on va voir ce qu'il en dit. M'expliquer un petit peu, Jean-François Carrégon, ce que veut dire Hegel, là. Je crois que on peut, pour le comprendre, établir, j'avais essayé de faire ça jadis, un parallèle entre le diagnostic de Tocqueville sur l'Amérique et celui de Hegel, puisqu'ils disent le contraire, l'un de l'autre. Bon, alors, Hegel n'a pas pu, évidemment, lire La démocratie en Amérique. Une dizaine d'après. Et Tocqueville a vaguement entendu parler de Hegel, mais enfin bon. Tocqueville, c'est devenu célèbre, dit voilà, je m'intéresse à l'Amérique parce que l'Amérique nous dit ce que, donc les États-Unis en fait, nous dit ce que le monde va être. Il dessine l'avenir démocratique et on sait que pour Tocqueville, cet avenir n'est pas folichon, mais enfin c'est comme ça, dessine l'avenir de l'humanité. Et Hegel, dans ce texte, dit exactement le contraire. Il dit l'Amérique est peut-être le pays de l'avenir, ça c'est la thèse de Tocqueville, mais pour cette raison, elle ne nous intéresse pas. Elle ne nous intéresse pas. Et vous comprenez ce qu'il veut dire là? Comment? Vous comprenez ce qu'il veut dire? Je crois. Alors, je crois que Hegel conçoit l'Amérique, c'est-à-dire les États-Unis, comme une sorte d'exportation de la civilisation européenne. Hegel est convaincu, alors là c'est peut-être c'est évidemment une limite de sa pensée, que l'Europe représente, que l'Europe moderne post-révolutionnaire représente en quelque sorte, oui, on peut dire la fin de l'histoire. Et pourtant, elle ennuie Napoléon. Il le dit. Elle est très ennuyeuse. La vieille Europe m'ennuie, dit Napoléon. Il le cite, il a l'air d'être d'accord. Napoléon aurait dit cette vieille Europe m'ennuie. Oui, mais alors, ce qui y est arrivé jusqu'ici n'est que l'écho du vieux monde et l'expression d'une vie étrangère. Or, comme pays de l'avenir, elle ne nous intéresse pas. C'est-à-dire que fondamentalement, et la philosophie de l'histoire de Hegel ne se termine pas sur l'Amérique, elle se termine sur l'Europe et les difficultés que l'Europe aura à résoudre dans les générations à venir, en l'occurrence les difficultés liées à la gestion de la société post-révolutionnaire. Quel type de politique sera à même d'être à la hauteur de la société qui s'est mise en place à partir notamment de la Révolution française. Voilà ce qui reste à décider. Et l'avenir, en quelque sorte, l'Amérique, en quelque sorte, reprendra cette solution que l'Europe aura définie. Vous êtes d'accord, Emmanuel Renaud, que c'est clair, cette histoire d'Amérique qui est à la fois un événement important, un ensemble, un processus qui se joue là dans un nouveau monde qui est très important pour Hegel, et en même temps cette idée de Hegel que quelque chose n'est pas important, c'est-à-dire ce que va devenir ce pays concrètement, quelque chose d'autre et bien plus important dans ce présent. Alors, je vous redis, moi je ne comprends pas très bien ce qu'il veut dire. Qu'est-ce qui est important ? Moi, je ne le lis pas exactement comme ça. En fait, moi, ce que je comprends ici, c'est deux choses. Premièrement, nous sommes dans une philosophie de l'histoire dans ce texte, et la philosophie de l'histoire, elle ne peut pas traiter de l'avenir. Elle peut traiter simplement du passé et de ses prolongements présents. Ça, c'est, disons, une définition. Donc, ne nous intéresse pas ici, c'est dans le cadre d'une philosophie de l'histoire. Donc, de ce point de vue-là, en fait, il a une conception assez classique de l'histoire comme étant liée au passé, même s'il lui donne un rôle fondamental au présent, en fait,
comme résultat de ce passé et point de vue à partir duquel on peut comprendre la rationalité du passé. Ça, c'est ce premier point. Ensuite, il y a la critique de l'utopisme, disons. Il faut bien resituer au XIXe siècle, l'idée d'universalité n'était pas aussi prégnante qu'aujourd'hui. Donc Hegel n'avait pas tout en main pour pouvoir penser pour pouvoir réfléchir à l'évolution de l'humanité au niveau technologique et se dire tout montre que on va vers cette universalité. Le fait les médias, l'intelligence artificielle, l'ordinateur, les communications, les relations entre les relations internationales, l'ONU, etc. Tout ça fait partie ou du devoir être abstrait. La seule chose que l'on puisse connaître rationnellement, c'est ce qui a lieu et ce qui se produit aujourd'hui. Donc le philosophe doit... Ce qui est présent dans tous les sens du mot. C'est ça qui est très joli. Donc on ne peut pas connaître le futur. Ça, c'est pas possible. Il n'y a pas de prévision du futur. Certains philosophes pensaient que la tâche de la philosophie était de prévoir des développements futurs. Et ça, pour Hegel, c'est impossible. Mais il me semble néanmoins qu'il souligne quand même la possibilité ici, qui reste une possibilité parce qu'il ne veut pas trancher, qu'il se passe quelque chose de significatif dans cette histoire future de l'Amérique, puisqu'il dit bien l'Amérique doit se séparer du sol sur lequel s'est passée jusqu'ici l'histoire universelle. Donc comme si en fait elle ne faisait pas qu'hériter de l'histoire européenne, mais qu'elle devait s'en séparer. Et donc, je pense que c'est un point important parce que ça permet de relativiser des mythes, des mythes qui sont fréquemment utilisés pour caractériser les positions de Hegel de manière dépréciative. Hegel, philosophe de la Restauration, qui pense que, en fait, la monarchie prussienne est le sommet de l'histoire mondiale, qu'il n'y a rien de plus rationnel possible, ni d'envisageable à l'avenir que la monarchie prussienne. Alors, Hegel, philosophe de la fin de l'histoire. L'histoire est terminée. Et déjà, la Prusse est terminée. C'est bien avant que l'histoire se termine. Je pense que, évidemment, Hegel, il n'était pas sous cette... Terminée avec nous, parce que nous vivons dans le présent le plus rationnel qui soit. Alors elle est finie, l'histoire, au sens du discours sur le présent et le passé qu'on peut tenir aujourd'hui. Donc, il faut s'abstenir de parler d'autre chose, donc en ce sens oui, mais vous voyez, Hegel est quand même, et c'est un point important, à la fois un penseur qui est tout à fait conscient des contradictions du présent. Ça, c'est un point que Jean-François Kervégan a rappelé à différentes reprises aujourd'hui, mais il est également conscient que, voilà, l'histoire va continuer. Et c'est un peu le problème de tout philosophe qui s'intéresse à l'évolution de l'humanité. On a toujours un peu l'impression d'être arrivé à une sorte de summum, d'être, voilà, pas le summum, mais voilà. C'est la fin de l'histoire. Fukuyama fait la même chose très récemment. Donc, cette vision de la fin de l'histoire, elle est juste... elle correspond juste à la difficulté de l'être humain de penser un temps long derrière nous, de réfléchir à 2, 3, 4, 5 siècles après nous. C'est très difficile. Donc, on a l'impression qu'il y a une sorte de fin de l'histoire. Et sous un certain angle, Fukuyama a raison. On rentre, même si ça va prendre peut-être un siècle pour atteindre un niveau démocratique convenable, des bonnes démocraties, et que ça se répande clairement sur la planète, peut-être un siècle, peut-être 2 siècles. Mais en fait, c'est des temps courts malgré tout dans l'histoire de l'humanité. Voilà. C'est plus que cela encore, puisque ce présent au sens temporel, ce qui est présent, et ce qui est présent au sens spatial, la présence,
c'est ça la richesse du terme. Ce qui est posé, dit-il aussi parfois, devant la conscience, c'est ça qui compte, et c'est là que quelque chose qui concerne la raison va se jouer et que le philosophe doit réussir à penser. Il nous dit non pas que c'est la fin au moment où il écrit de l'histoire, mais que c'est un moment de rupture extraordinaire. Dans la phénoménologie de l'esprit de 1807, il écrit « Il n'est pas difficile de voir que notre temps est un temps de la naissance et du passage à une nouvelle période. » Et ce temps-là, on le vit tout le temps. Voilà, c'est tout simple. Je crois qu'il n'y a pas de philosophe qui ne peut pas dire cette chose-là. Sartre, à la sortie de la guerre, va le penser comme ça, à mon sens. Le Husserl, avant la guerre 14 ou pendant la guerre 14, va penser cette chose-là. À la sortie de la guerre 14, quand on crée la Société des Nations, voilà. Au 19e siècle, c'est la même chose, au 18e, et ça, c'est valable pour, à mon sens, toutes les sociétés qui sont accrochées au progrès, pour qui le progrès est une importance. Donc, où la progression se voit directement. On peut mesurer les progrès parce que les choses sont conçues comme à travers le progrès. Mais c'est une erreur, parce que voilà, on a évidemment que c'est pas une erreur dans le sens où c'est toujours comme ça. Là, on est dans un moment de rupture. On est dans l'IA, par exemple. L'arrivée de l'IA dans le monde, c'est quelque chose d'énorme. Mais ça a été pareil avec l'arrivée de la poudre, de l'écriture, de l'imprimerie, de la roue, etc., etc. Donc, c'est toujours valable, quoi, en réalité. Et un sens du nouveau. Bon, cela dit, je voudrais quand même vous demander, vous ne trouvez pas que ça fait partie des travers de beaucoup de gens, et notamment des philosophes quand ils pensent le présent, de dire c'est extraordinaire mon présent, il s'y passe des choses fabuleuses, c'est une période tout à fait neuve. C'est aussi une tendance, enfin il vaut mieux être né à une période riche qu'à une période pauvre, et quand on pense au présent, souvent on dit c'est extraordinaire, c'est une rupture. Qu'est-ce qui lui permet de le dire? Après tout, la découverte de l'Amérique, c'était bien plus une rupture que et la Révolution française elle-même, il écrit quelques années après, la rupture a eu lieu. Alors, je ne crois pas que pour la découverte de l'Amérique, pour Hegel, ce n'est pas une rupture aussi fondamentale. Parce qu'il y a un terme qu'on a peu utilisé depuis tout à l'heure, Emmanuel Renaud l'a évoqué dans son avant-dernière intervention, qui est fondamental pour Hegel, la liberté. Ce pourquoi le monde change de face, si j'ose dire, avec la Révolution française, c'est parce que pour la première fois, la question de la réalisation effective, de la liberté, on va dire institutionnelle, politique de la liberté, est devenue à l'ordre du jour. Et pour Hegel, c'est ça qui est fondamental. Notre temps est un temps de la naissance et de passage à une nouvelle période. C'est le temps où où la liberté est devenue le problème le problème politique qu'il revient à l'humanité de résoudre. Et ce problème, on ne peut pas le mettre de côté. Il est à l'ordre du jour et il le restera. Et alors, il faudra vraiment faire une analyse profonde de la liberté, justement, de cette... j'y réfléchis, mais pas suffisamment, je pense. Parce que la liberté, au moins sous l'angle que nous l'interprétons dans les sociétés, on va dire, contemporaines, n'a cessé d'évoluer. C'est clair que l'Amérique a amené une force dans cette libération de l'être humain. Le libéralisme a fait cela, le communisme a voulu faire ça, etc., a voulu libérer l'homme de certaines contraintes. Donc, ce travail de liberté, il est majeur. Et là, c'est là où on doit pouvoir
prendre la complexité et réfléchir vraiment à la complexité des choses. C'est-à-dire que l'Occident, il a beaucoup de... on peut lui reprocher beaucoup de choses, évidemment, et son comportement au cours des siècles, c'est quelque chose d'inouï. Mais on peut aussi voir que d'un certain côté, il a entraîné, peut-être parfois sans le vouloir, et parfois même en utilisant son inverse de la liberté. Mais il a entraîné dans l'humanité l'idée de liberté, qu'aujourd'hui peut-être on peut bénéficier, ce qui n'était pas le cas il y a 70 ans, quand il y avait encore la colonisation qui était en place partout. Mais voilà, donc c'est là où la complexité est importante à comprendre et à bien être éclairée. Ça ne veut pas dire que on peut exonérer le reste avec ça. Mais non, on ne peut pas exonérer le reste. Mais simplement, force est de constater que l'Occident a mené la liberté individuelle dans l'évolution de notre espèce. Chose qui n'existe pas dans les autres espèces ou dans les... Enfin, je vois pas comment... c'est typique de notre espèce, ce travail sur la liberté. Encore qu'il faudrait analyser ça. Pour l'avenir. Pour le reste, qu'est-ce que ça donnera concrètement? La philosophie ne s'occupe pas de prophétie, le texte qui a été lu, et ça, je crois que c'est important de conserver en mémoire ce vous pensez qu'aujourd'hui, on peut encore dire que notre période, notre présent est plein de nouveau, mais d'un nouveau qui a à voir avec la liberté? Ou est-ce que vous pensez que, contrairement au progrès hegelien, ce sont des choses moins joyeuses qui sont en cours? Oui, ça je pense effectivement, enfin, on l'a déjà dit. Oui, moi je ne suis pas particulièrement enthousiasmé par l'état du monde aujourd'hui, mais bon, je ne parle pas plus que Jean-François Kervégan, j'imagine. Et il serait intéressant et on imagine aussi que Hegel, vivant dans notre temps, n'aurait sans doute pas dit exactement la même chose. Bon, peu importe, à vrai dire. Mais on peut revenir, si on a encore une seconde, pour revenir à cette idée que les philosophes sont obsédés par le nouveau. On pourrait dire par la rupture, par ce qui fait événement, par ce qui est absolument inédit. Hegel n'est pas du tout dans ce type d'approche du présent, puisque précisément, il essaye de penser le présent comme le résultat d'un processus. Et justement, c'est pour ça peut-être que cette dimension de processus est importante, puisque l'idée de processus permet tout à la fois de penser une continuité et de la nouveauté. Et l'enjeu, c'est donc de ne pas absolutiser la nouveauté, la discontinuité, si l'on préfère, ne pas plus absolutiser la continuité, mais tenter de dépasser ce dualisme. Voilà, c'est l'un des enjeux des philosophies processuelles et plus généralement, ce dépassement des dualismes de la philosophie hegelienne. Voilà. Bon, et ben, on est arrivé au bout de cette réflexion sur Hegel. Et ben à chaque fois, je trouve des nouveautés que je ne soupçonnais pas chez ces philosophes. Et là, ben, ça m'encouragerait à le lire si j'en avais les moyens, mais c'est trop complexe pour moi. Mais par contre, je comprends absolument tout quand c'est vulgarisé comme ça, on pourrait dire, mis à la portée de l'humanité. Ça, c'est vraiment... ce travail, il est considérable. Et ce travail n'existait pas, par exemple, il y a 300 ans. Quelqu'un comme moi, j'étais dans la fange, un esclave parmi les autres esclaves, avec incapacité de pouvoir accéder à la moindre culture. Voilà, il y avait, puis la culture, elle concernait
un tout petit nombre d'êtres humains en réalité. Donc on voit à quel point c'est inouï. Et quelqu'un comme moi, en plus, sans études, etc., qui peut accéder à des livres de bibliothèque, etc., aux bibliothèques, aux écrits sur Internet, etc., c'est incroyable. Et d'autant que mon côté autiste, atypique, et avec l'autisme, fait que je me suis surtout éduqué avec Wikipédia, avec les livres, avec les podcasts, avec ces choses-là. Donc, et parce que j'avais pas c'était de la souffrance pour moi de parler avec les gens. C'était très très difficile. Donc, j'aurais eu droit à rien, quoi, en réalité. Et là, on peut voir à quel point c'est magique de naître dans ce temps-là. Et que voilà, et ça ne cessera d'évoluer. Ce qu'on vivait, la ségrégation avec la ségrégation sociale aussi intense, ben c'est ce que vivent une grande partie des gens en Inde, c'est ce que vivent certainement des gens dans d'autres pays, etc. Et ça, eh ben, dans un siècle, les castes telles qu'elles sont connues en Inde seront, à mon sens, dépassées. Si ce n'est pas un siècle, ça sera 2 siècles. Mais quoi qu'il arrive, la liberté de chaque être humain sera... tant qu'un être humain sera abusé, maltraité, l'ensemble humain, globalement, s'élèvera contre les oppresseurs et écrira, trouvera, luttera, etc. contre ça. Et là, je pense que, par exemple, en Inde, la force de lutte contre ces dogmes, même si la réaction a repris le pouvoir actuellement, mais c'est qu'un temps, ça va durer qu'un temps. Voilà, par exemple, entre autres. Voilà, merci et puis à très bientôt.